Est-ce que vous arrivez à voir ma présentation? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Donc, vous m'entendez et vous voyez ma présentation. Impeccable? Oui, monsieur. D'accord. Bien, donc on va commencer notre cours pour discuter de la suite des équilibres de solubilité. Je pense qu'on est arrivé à ici, je pense, et je me rappelle très bien, la relation entre la solubilité et le pH lorsque le sel contient un ion qui est actif du point de vue acido-basique. Il y a cet exemple qu'on avait fait la semaine dernière, et je pense que vous avez le dernier exercice de la série qui vous a été distribué, donc vous allez le refaire encore une fois pendant les séances de TD. Bien. Alors aujourd'hui, on va voir un truc aussi qu'on avait vu qui est TD, c'est lorsque vous avez un sel sous forme d'hydroxyde. C'est quoi les hydroxydes? Ce sont des sels qui sont de formule générale MOH deux fois. Hein? MOH deux fois, je vais mettre mon pointeur. MOH N fois, je veux dire. Donc, quand vous avez pas mal de cations, le fer, le magnésium, le calcium, beaucoup de métaux qui existent, ils peuvent se combiner avec OH- dans un milieu basique ou pas, et donner un sel MOHN fois solide. Alors, la dissolution de ce sel donnerait Mn plus N fois OH-. Et lorsque vous êtes à la saturation, bien sûr, le Ks, c'est Mn plus fois OH- à la puissance N, exactement comme un sel ordinaire. Si on prend un exemple, par exemple, une solution saturée en hydroxyde de magnésium, exactement la même chose pratiquement de ce qu'on a en TD. Si vous prenez l'oxyde de magnésium, donc vous voyez que le magnésium se forme ionique, se forme Mg2+, donc c'est MgOH deux fois. D'accord? Le Ks, c'est 1,5-10-11, donc dans un litre d'eau. Alors si on étudie l'équilibre de solubilité de ce sel, MgOH deux fois donnerait Mg2+, plus OH- à la saturation. Et donc à T0, on a un excès, on met N0 par exemple. Et à T équilibre, on aura N0 moins S, S et 2S. Avec S, bien sûr, c'est la solubilité molaire de MgOH deux fois. Alors, à la saturation, on a l'équilibre, et donc on a Ks, c'est Mg2 plus fois OH- au carré, d'accord, et qui est égal à 1,5 10-11 qui est donné dans l'énoncé. Ce qui donne un Ks, si on remplace le Mg2 plus par S et OH- par 2S, ça vous donne Ks égale à S fois 2S au carré, ça vous donne 4S au cube. Et donc, connaissant Ks, je peux dire à quoi est égal S grâce à cette formule. Donc, on aura S égale à 1,6 10-4, ce qui fait que OH- qui est égal à 2S, ça serait égal à 2 fois 1,6 10-4, ça fait 3,2 10-4. Donc, vous voyez que le milieu, pardon, le milieu serait basique, puisque le OH- est égal à 10-4. Les ions H3 plus OH- provenant de l'océan de l'eau sont négligeables. Hein, et donc le pH, vous savez qu'un milieu basique fort, tel que OH-, le pH, on l'a fait quand on a fait les acides et les bases, c'est 14 plus le log de la concentration de OH-. D'accord? Connaissant la concentration OH- qu'on a trouvé, on trouve un pH égal à 10,5, qui est supérieur à 7,5, rappelez-vous. Et donc on avait raison de dire qu'on va négliger la leçon de l'eau, c'est la première approximation. D'accord. Donc vous voyez que d'après cet équilibre, on le voit très très bien, si le pH diminue, ça veut dire que la concentration de H3O+ augmente. Et si la concentration de H3O+ augmente, ça veut dire que la concentration de OH- diminue. Pourquoi? Parce que le produit OH- fois H3O+, c'est une constante. Si H3O+ augmente, OH- diminue pour garder ce produit constant. Donc si OH- diminue, la concentration OH- diminue, on voit que cet équilibre, on va voir OH- qui diminue, et d'après la loi de Chatelier, hein, l'équilibre va se déplacer dans le sens à fabriquer OH-, donc le sens 1, ou le sens 1, ou le sens de dissolution de MgOH deux fois, donc la solubilité serait augmentée. On aura S qui va augmenter. Et donc, la solubilité en général des sels, et elle augmente en milieu très acide, à pH très réduit. Maintenant, on va prendre les cas aussi dans le domaine des précipitations. Vous voyez que
J'ai fait dans le cours, rappelez-vous, la première partie du cours, quelle est la condition de saturation, ou la dissolution, pardon, et la condition de précipitation. Et on avait défini avec le rapport QR, rappelez-vous. On avait dit pour un sel donné, si QR est inférieur à KS, rien ne se passe. Si QR est égal à KS, on est à la saturation. Et si QR est supérieur à KS, on est à précipitation. Bien sûr, l'expression mathématique de QR et KS sont les mêmes, sauf que QR est une variable, mais KS est une constante. Hein? QR est égal à KS dans la seule condition qu'on arrive à la saturation. Alors prenons par exemple une solution qui contient des ions Mg2+, un verre d'eau qui contient des ions Mg2+, avec une concentration de 10-3 m. Et ce qu'on va faire, c'est on va essayer de voir ce qui va se passer lorsque je vais verser progressivement une base forte, OH-. Hein? Donc on aura une solution de départ faire Mg2+, et on va commencer à verser OH-. Et on verra ce qui va se passer. Alors, quand est-ce que MgOH va précipiter? C'est QR, qui a la même expression que le KS, Mg2+, devient supérieur au KS. KS, rappelez-vous, on l'a fait dans la question avant, est égal à 1,5-10-11. Hein, rappelez-vous, ça c'est le KS. Le KS est fixe à température donnée. Donc, on va commencer à verser OH- sur Mg2+, et quand est-ce que MgOH va précipiter? Quand est-ce qu'on a un dépôt de MgOH au fond du verre? Lorsque le rapport de Mg2+, concentration Mg2+, fois OH- que j'ai ajouté au carré devient supérieur à la valeur du KS. C'est-à-dire, Mg2+, on va remplacer OH- par Ke sur H3O+, devient supérieur à 5-10-11. Il y a un H3O+, supérieur à 5 carré de Mg2+, fois Ke au carré sur KS. Et si on fait logarithme, avec un signe moins, on trouve pH supérieur à moins 1,5 log de Mg2+, Ke au carré sur KS. Si on remplace Ke par sa valeur 10-14, KS par sa valeur, Mg2+, c'est donné dès 10-3, on trouve un pH supérieur à 0,8. Donc si le pH de la solution, lorsque j'ajoute OH- devient égal ou supérieur à 10,08, on commencerait à avoir une précipitation. Ce qui fait qu'on pourrait tracer une courbe, on pourrait tracer une courbe où on verrait l'évolution de ce qui va se passer dans la solution lorsque le pH augmente. Donc vous voyez, je vais avoir une solution qui contient des ions Mg2+, imaginez un verre d'eau, et j'ai des ions Mg2+, à une concentration de 10-3 m. Je vais commencer à verser OH-. OH- est une base, donc le pH va commencer à augmenter. Ok, il va augmenter. Dans toutes ces zones, il va commencer à augmenter, rien ne va se passer. Il y a des Mg2+, OH-, une fois que je vais les verser, ils vont rester chacun libre de son côté. Mais lorsque le pH arrive à 10,08, hein, ce qu'on a trouvé ici, on va voir une solution saturée en Mg2+, OH-. La solution, ça y est, la quantité de Mg2+ libre et OH- libre est devenue maximale, la solution est saturée. Dès que je dépasse le pH 10,08, on commencerait à avoir une précipitation de MgOH2. Donc voilà comment on peut tracer les courbes solubilité en fonction du pH, hein, lorsque on a un hydroxyde ou là une solution, un sel qui contient une espèce active de point de vue acide basique. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce que c'est clair? On peut continuer? Oui, monsieur. D'accord. Bien. Alors, l'influence de la température sur la solubilité, ça vous le savez, à l'âge. Parce que les équilibres de solubilité sont des équilibres comme ce qu'on avait vu, le chapitre équilibre chimique, hein, et on avait dit que la température a une influence sur ΔH d'après la loi de Van 't Hoff, rappelez-vous. Donc la température a un effet direct sur la dissolution de cours, c'est normal. Alors imaginez comme un verre d'eau, vous mettez du sel, ça va se dissoudre. Supposez que vous pouvez dissoudre 2 grammes de sel maximal. Si vous chauffez un petit peu l'eau, vous pouvez dissoudre plus que 2 grammes. Donc la solubilité est une fonction de la température. Pourquoi? Parce que la solubilité est en relation avec Ks, qui est une constante d'équilibre. Et les constantes d'équilibre, vous le savez, dépendent de la température grâce à la loi de Van 't Hoff. Donc la majorité des réactions de dissolution sont des réactions endothermiques. Il manque un S ici.
Donc, il nécessite un chauffage pour augmenter la quantité dissoute. Si la dissolution est endothermique, ΔH supérieur à 0, d'après la loi de Van 't Hoff, hein, Ks augmente avec T. Rappelez-vous, quand ΔH positif, le Ks, hein, log de Ks est une fonction croissante en fonction de la température. Lorsque la température augmente, Ks va augmenter. D'accord? Par contre, si vous avez un ΔH négatif, ce qui est rare, très rare, dans le cas des équilibres de solubilisation, hein, dans le cas, la solubilité est inversement proportionnelle à la température, mais c'est un cas très très rare. La majeure partie des cas, c'est ici, lorsque vous chauffez, on voit que Ks augmente, et si Ks augmente, S augmente. On va faire un exercice. Vous m'excuserez, enfin, comme une minute. Pardon. Donc, je disais, on va faire un exercice. On vous demande, est-ce qu'il y aura précipitation quand on mélange 100 cm3 de solution de dichlorure de zinc avec 150 cm de solution d'hydroxyde de sodium? Le sodium, c'est NaOH. Dichlorure de zinc, c'est ZnCl2. Et on vous donne ZnOH deux fois. Donc, déjà d'après l'énoncé, est-ce qu'il y a précipitation? Ça veut dire, est-ce que, c'est comme si on vous posait la question, est-ce que ZnOH deux fois va précipiter? C'est ça la question. Est-ce que ZnOH deux fois va précipiter? Qui c'est qui peut me répondre sur la démarche à faire pour résoudre ce problème? Comment on va faire? Monsieur, le pH, on va calculer le pH. Là. KS. Monsieur, Oui, Le KS. KS ZnOH deux fois, maintenant, il y a 10 à la puissance moins 17. monsieur, QR. QR. On va calculer QR. QR. On va calculer QR. Oui, Je vais calculer la concentration Zn de plus dans la solution, la concentration de OH- dans la solution, QR, on a de la même expression que KS. C'est qu'on a Zn de plus fois OH- au carré. Si ce QR est inférieur à KS, il n'y a pas de précipitation. Si ce QR est égal à KS, il y aura saturation. Si ce QR est supérieur à KS, il y aura précipitation. Vous comprenez? Donc, on va le faire. Donc, il y a précipitation si QR est supérieur à KS. Alors, QR, l'expression dialogue, ressemble, regardez, QR, c'est Z de plus fois Rochement au carré d'une façon générale. Mais KS, c'est la concentration de plus fois Rochement au carré à l'équilibre, lorsque j'arriverai à la saturation. C'est 10 moins 17. Alors, pour calculer les concentrations de Zn de plus ou H-, on sait que ZnCl2 donne Zn de plus de Cl-. Qu'est-ce qu'on a dessous? 100 cm3 de chlorure de zinc avec une concentration de 10-4. Donc, je peux calculer le nombre de moles d'ZnCl2 ou CV1. Ça va donner CV1 Zn de plus, 2 CV1 Cl-, avec un volume V1 égal à 100 cm3. La même chose, NaOH, je vais dissoudre 150 cm3 de NaOH avec une concentration de 10-4, la même chose, la quantité de Na+, elle sera C fois V2, et OH-, C fois V2, d'accord? Avec un volume V2 à 150. Donc, ce que je vais faire, je vais calculer la concentration de Zn2+, c'est CV1 fois V1 plus V2, c'est 8, 10 moins 5, vous comprenez? C'est le nombre de moles divisé par le volume total. N'oubliez pas que je suis en train de mélanger deux solutions. Donc, le volume, c'est le volume total. OH-, c'est C fois V2, V1 plus V2, et le QR, je vais faire ça fois ça au carré. Et donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Vous voyez, donc, QR, on trouvera. J'ai celui-là. Donc, vous voyez que QR est égal à 1,15 10-12, et 1,5 10-12 est supérieur à 10-17, le KS. Et donc, la conclusion, on aura une précipitation diaz ZnOH deux fois. Est-ce que vous comprenez la démarche? Quand vous calculez, on veut savoir s'il y a précipitation ou pas. Oui,
Quelqu'un a une question? Bien. Je pense il y a la première question de la série qui ressemble à ça, la série de télé. Bien, on aura fini donc la partie solubilité. Vous voyez que c'est un petit chapitre. Et donc, j'espère que vous avez compris ce que j'ai raconté dans mon cours et que vous avez les TD pour rattraper. Les TD qui vont être, la majeure partie de la série sera faite cette semaine et il resterait une petite partie pour la semaine prochaine, ce qui fait on doit attaquer une nouvelle série la semaine prochaine, mais cette série sera en relation avec le nouveau chapitre, les rois, le chapitre d'oxydoréduction. D'accord, donc je vais partager avec vous l'écran. C'est bon, vous confirmez que vous voyez? Oui. Oui, monsieur. Donc, on a vu les équilibres chimiques, chapitre 1. Chapitre 2, on avait vu les équilibres ioniques, les équilibres qui se passent en solution. On vient de finir les équilibres de solubilité, où il y a solubilité. Cette fois, on va attaquer les équilibres d'oxydoréduction. Et qui est oxydoréduction? On aura un échange d'électrons. Rappelez-vous, les équilibres acido-basiques, on a un échange de protons, H3+, ou H-. Dans le cas des équilibres d'oxydoréduction, on aura un échange d'électrons. Les acides et les bases, on avait un acide et une base. Dans les équilibres d'oxydoréduction, on va parler d'oxydants et de réducteurs. On va les définir plus tard. Donc, on va définir dans l'objectif de ce chapitre, premièrement, oxydant, réducteur, réaction d'oxydoréduction. On va commencer, je vais vous montrer comment on détermine le nombre d'oxydations et comment équilibrer et écrire une réaction d'oxydoréduction. Et puis après, vous savez qu'une réaction d'oxydoréduction, il y a un échange des électrons. Et vous avez fait des cours de physique. Quand il y a un échange d'électrons, il y a un potentiel, un voltage, un champ électrique. D'accord? Et donc, on va écrire à quoi est égal le potentiel de Nernst. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, on va partir vers une approche très importante. Ce sont les piles que vous avez dans vos portables, donc qui existent dans la nature. On va voir comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que c'est une réaction d'oxydation? C'est une réaction d'échange d'électrons. Donc, chaque fois qu'il y a un échange d'électrons entre des espèces chimiques réactifs, on dira que c'est une réaction d'oxydoréduction. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est un oxydant? Un oxydant, c'est une espèce capable de capter un ou plusieurs électrons. Alors, on peut dire capter, mais il y en a qui disent de fixer. Fixer, pour vous rappeler, fixer fait un X et oxydant qui fait un X. Donc, oxydant, c'est une espèce chimique susceptible de fixer, de capter un ou plusieurs électrons. Par exemple, Cu2+, il peut capter 2 électrons pour devenir sous forme de Cu. Et donc, Cu2+ est un oxydant. Qu'est-ce que c'est un réducteur? C'est le contraire. Si l'oxydant, c'est celui qui capte les électrons, le réducteur, c'est une espèce capable de libérer un ou plusieurs électrons. Par exemple, Ag, il se transforme pour donner Ag+, et donner un électron, libérer un électron. Donc, Ag est une espèce réductrice, c'est un réducteur. D'accord? Donc, mettez ça dans la tête. Un oxydant, c'est une espèce capable de fixer des électrons, de capter des électrons. Un réducteur, c'est une espèce capable de libérer des électrons et de donner des électrons comme Ag ou autre. Alors qu'au cours d'une réaction d'oxydoréduction, un oxydant est réduit et un réducteur est oxydé. Ce C2+ est un oxydant. La réaction qu'il va subir est une réaction de réduction. Donc un oxydant est réduit. D'accord? C'est parce que, regardez, si je vois cette réaction, si je la vois de l'autre sens, Cu va donner Cu2+ plus d'électrons. Cu va dérouler réducteur. Dans ce sens, il va donner des électrons. Ou Cu2+ est un oxydant puisqu'il capte des électrons. Donc, un Cu2+ oxydant, il va être réduit sous forme de Cu. Et un Cu qui est réducteur, il va être oxydé sous forme de Cu2+. Donc, c'est pour ça, au cours d'une réaction d'oxydoréduction, un oxydant
lorsqu'il capte un électron, il est réduit. Et un réducteur, lorsqu'il donne un électron, il est oxydé. Est-ce que vous comprenez Ad-Mafahim? Oui, monsieur. D'accord? Alors l'oxydation, c'est la réaction maintenant. Hada, c'est l'espèce oxydant-réducteur. Maintenant, l'oxydation, c'est la réaction correspondant à une perte d'électrons. Par exemple, d'ici à ici, ça, un réducteur a subi une oxydation. C'est une réaction d'oxydation. Et donc, au cours de cette réaction, regardez, on a une perte. Regardez, au départ, Ag a perdu des électrons. Et le Cu2+, c'est un oxydant, il va subir une réduction. Il va être réduit, c'est une réduction. Et lorsqu'une réduction, on a un gain d'électrons. Donc la réaction d'oxydation, c'est une perte d'électrons. La réaction de réduction, c'est un gain d'électrons. Donc vous voyez que vous devez mettre ça, maîtriser ça. Vous devez savoir ce que c'est un oxydant. Qu'est-ce que c'est un réducteur? Un oxydant subit une réaction de réduction et il est réduit. Un réducteur subit une réaction d'oxydation et il est oxydé. Alors, ce qui fait, regardez, donc C2+, a une relation à Cu. Donc, C2+, lorsqu'il est réduit dans Cu, donc, comme les acides et les bases, rappelez-vous les acides et les bases. À chaque acide, il y a une base, et à chaque base, il y a une acide. Là aussi, à chaque oxydant, il y a un réducteur, et à chaque réducteur, il y a un oxydant. Donc, on va parler de ce qu'on appelle un couple redox. Donc, un couple red comme réducteur, ox comme oxydant. Et donc, à chaque oxydant correspond un réducteur, et inversement, à chaque réducteur correspond un oxydant. Ils forment ensemble un couple oxydoréducteur, ou ce qu'on appelle couple redox, qu'on note ox/red. Acide / base, on va mettre ox/red. Alors les Anglais disent ox-red couple, et les Français disent redox, le couple redox. D'accord? Nous, on va prendre la version française, puisqu'on est en train de donner un cours en français. On va dire c'est le couple redox. Et donc, un couple redox est représenté par une réaction suivante, générale. Donc, vous voyez, ça résume. Un oxydant, regardez, il va capter, il va fixer des électrons pour donner un réducteur. Donc, ça, c'est une réaction de réduction. D'accord? Ça, c'est une réaction de réduction. Et un réducteur va donner un oxydant et des électrons, dans ce sens. Donc, il va perdre des électrons. Et donc, c'est une réaction d'oxydation. Et donc, vous voyez, un oxydant subit une réaction de réduction pour donner un réducteur, et un réducteur subit une réaction d'oxydation pour donner un oxydant. Exemple, vous avez le couple Fe2 plus Fe, Fe3 plus Fe2 Cl2 Cl-. On verra des cas où il y a, et non pas que des ions. On peut avoir un ion ou un métal, deux ions. Ici, on va avoir un gaz et un ion. On verra, les couples redox, ça peut être de tout genre. Dans une réaction d'oxydoréduction, le nombre d'électrons apportés par le réducteur doit être égal au nombre d'électrons captés par l'oxydant. C'est normal. Là, quand l'oxydant, il a besoin de 1 électron, c'est le réducteur qui va lui donner 1 électron. Rappelez-vous, quand vous faites la réaction d'oxydoréduction, il faut que le nombre d'électrons captés est égal au nombre d'électrons cédés. Donc ça, on verra plus tard comment faire quand on voudrait équilibrer les réactions chimiques. Par exemple, si vous avez deux couples, le couple OX1, RED1, donc un électron, RED2, OX2, donc il faut qu'il y ait le même nombre d'électrons ici, ici. Et dans ce cas, la réaction aura OX1 plus RED2, donc RED1 plus OX2. Alors ici, très important, rappelez-vous, quand on a fait les acides et les bases, on avait dit qu'on a une réaction acido-basique lorsqu'il y a un acide d'un couple réagit avec une base d'un autre couple. D'accord? La même chose, dans les réactions d'oxydoréduction, redox, pour qu'il y ait réaction, il faut un oxydant d'un couple réagir avec le réducteur d'un deuxième couple. Yani, cet oxydant voudrait un électron, c'est ce réducteur d'ox qui va lui donner, pour se transformer en RED1 et OX2. Donc, rappelez-vous ça encore, on ne peut jamais avoir une réaction d'oxydoréduction si on n'a pas un oxydant d'un couple et un réducteur d'un couple. Rappelez-vous, vous avez fait les dosages, Yak, de la manganimétrie, de FTP. Qu'est-ce que vous faites? Oui, vous faites verser MnO4-, KMnO4, Yak, c'est un oxydant d'un couple, sur Fe2+, qui est un réducteur d'un autre couple. C'est pour ça, lorsque la goutte tombe, ça réagit très vite. C'est une réaction spontanée.
علاش parce que vous mélangez un oxydant d'un couple avec un réducteur d'un autre couple. Mettez ça dans la tête. Les demi-réactions sont bien à savoir, mais on ne peut pas avoir une demi-réaction si on n'a pas deux couples oxydes. Obligé. Je vais finir par une remarque. Qu'est-ce que c'est un amphoulite? Un amphoulite, redox, c'est quoi? C'est une espèce, rappelez-vous, on a fait ça la même chose pour les acides et les bases. Qu'est-ce que c'est un amphoulite, les acides et les bases? Ou là, un amphotère? Qu'est-ce qui peut me répondre? Joue le rôle d'oxydant et réducteur en Bien. Euh, dans le cas, dans le jouer cas, les deux. voilà, dans le cas des acides et bases, un amphoulite, c'est une espèce qui est capable de jouer à la fois un rôle acide dans un couple ou la basique dans un autre couple. La même chose pour les amphoulite dans les cas des redox, c'est une espèce chimique qui est capable de jouer le rôle de réducteur dans un couple ou là, oxydant dans un autre couple. Regardez, par exemple, si je prends le couple Fe2 plus Fe, Fe2 plus joue le rôle d'oxydant, fin de couple, Fe2 plus Fe. Mais dans le cas du couple Fe3 plus Fe2 plus, Fe2 plus joue le rôle de réducteur par rapport à Fe3 plus. Et donc Fe2 plus est un ion amphoulite. On peut le trouver comme oxydant dans un couple, comme on peut le trouver comme réducteur dans un autre couple. Bien, maintenant on va partir vers une chose que vous deviez savoir, ce qu'on appelle le nombre d'oxydation. Alors, ce que vous devez savoir dès le départ, très important pour vous, c'est que le nombre d'oxydation, ça concerne un élément chimique, un atome. Vous devez rentrer ça dans vos têtes. On calcule le nombre d'oxydation d'un atome dans une molécule. Il n'y a pas de nombre d'oxydation d'une molécule. Le nombre d'oxydation, ça concerne chacun de nous, chacun a son nom, son prénom. On est dans une société, chacun a son nom, son prénom. La même chose, un atome, lorsqu'il est dans une molécule, il aura un nombre d'oxydation. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre, comment on calcule ce nombre d'oxydation, le degré d'oxydation. Alors, un élément engagé dans une molécule ou dans un ion peut se présenter sous forme différents états d'oxydation selon le nombre et la nature des éléments auxquels il est lié. Donc, ça dépendra, c'est comme si je vous disais, votre nom et prénom dépendra de la société où vous êtes, de la classe où vous êtes. C'est la même chose. Un atome dans une molécule peut avoir un nombre d'oxydation X, mais dans une autre molécule, il peut avoir un nombre d'oxydation Y. Donc, ça dépendra des ions qui sont autour de lui, des atomes qui sont autour de lui. Donc, mettez ça dans la tête, deux choses. Un nombre d'oxydation, ça concerne un élément chimique, carbone, oxygène, soufre, azote, chlore, des atomes, dans une molécule bien donnée. Et ce nombre d'oxydation n'est pas fixe à 100%. Des fois, ça dépendra de la molécule qui fait avec l'atome. Donc, le nombre d'oxydation NO est un nombre qui caractérise l'état d'oxydation d'un élément dans un composé chimique. Donc, vous voyez, il caractérise l'état d'oxydation d'un élément dans un composé chimique. Un composé chimique, ça veut dire une molécule, un ion moléculaire. Le nombre d'oxydation est donné en chiffres romains. Donc, on le donne en chiffres romains. 1, 2, 4, vous connaissez les chiffres romains. La détermination du nombre d'oxydation suit les règles suivantes, précises. On a des règles, je vais essayer de vous les expliquer et vous devez les comprendre. Alors, quand vous avez la première règle, quand vous avez un corps simple, un corps pur simple. Par exemple, je vous donne un exemple, vous prenez H2, un corps simple, ce sont une molécule qui fait un seul type d'atome. Un corps pur simple, vous prenez H2, d'accord? Le nombre d'oxydation de H dans H2 égale à 0. Le nombre d'oxydation de H, on calcule le nombre d'oxydation d'un atome. H dans la molécule H2 est égal à 0. Par exemple, le nombre d'oxydation de O dans O2 est égal à 0. Si vous prenez Na, qui est un métal solide, la même chose, Na ça existe, le nombre d'oxydation de Na dans Na c'est 0, les Na ils ne portent aucune charge. Le fer, la même chose, 0. Donc, lorsque vous avez un corps qui n'est pas chargé, vous voyez, H2 me fait la plus, la de moins, Na me fait la plus, la moins, Fe me fait la plus, la moins. Donc, il est chargé et il est neutre vis-à-vis. Donc, le nombre d'oxydation de l'atome, des atomes qu'il constitue, est égal à 0. Ok? On verra un exemple plus tard pour que vous compreniez. Quand vous avez un ion simple, par exemple, vous prenez Cl-, ça c'est un ion. Le nombre d'oxydation du chlore dans Cl-, il y a -1.
Quand vous avez un ion, le nombre d'oxydation, c'est la charge portée par l'ion. Donc, le nombre d'oxydation de l'atome de chlore dont l'ion Cl- est égal à moins 1. Le nombre d'oxydation de l'atome d'aluminium dont l'ion Al3+, c'est plus 3. Le nombre d'oxydation de fer dont Fe2+, c'est plus 2. Le nombre d'oxydation de Na dont Na+, c'est plus 1. Regardez, Na. Le nombre d'oxydation de Na dont Na solide, c'est 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de charge. Par contre, le nombre d'oxydation de Na dont Na+, est égal à plus 1. Et donc, vous voyez que Na peut prendre plusieurs nombres d'oxydation. Cela dépendra là où il est, la classe où il est, l'atome où il est, comment il est chargé. Si je prends en dernier le nombre d'oxydation du cérium dont l'ion Ce4+, est égal à plus 4. Donc ça, c'est la première règle la plus simple. Quand vous avez un atome ou un ion simple, ou une molécule simple, le nombre d'oxydation est très simple à calculer. Il est égal à 0 lorsque la molécule ne porte qu'une charge, et est égal à la charge lorsque l'ion porte la charge. La deuxième règle, c'est que quand vous avez une molécule maintenant, une molécule vous dit la somme des NO des éléments d'une molécule neutre est nulle. Par exemple, vous prenez CH4. CH4. C'est une molécule, mais elle n'a pas de charge, elle est neutre. Et donc, on vous dira que la sommation des nombres d'oxydation des atomes qui composent CH4 est égale à 0. Et si je veux calculer ça, ça sera nombre d'oxydation de C plus 4 fois le nombre d'oxydation de H est égal à 0. D'accord? Le nombre d'oxydation du carbone plus 4 fois, j'ai 4 atomes d'hydrogène, 4 fois le nombre d'oxydation de l'hydrogène est égal à la charge portée par CH4 qui est 0. La même chose, CH3COH, la sommation des NO est égale à 0, c'est-à-dire 2 fois carbone, 2 fois NO du carbone, plus 4 fois NO d'hydrogène, plus 2 fois NO d'oxygène est égal à 0. NaCl, le nombre d'oxydation de Na, plus le nombre d'oxydation de Cl est égal à 0. H2SO4, le nombre d'oxydation 2 fois le nombre d'oxydation de H, plus le nombre d'oxydation de soufre, plus 4 fois le nombre d'oxydation d'oxygène est égal à 0. Donc vous voyez, la somme des NO des éléments d'une molécule neutre est nulle. Maintenant, la somme des NO de tous les atomes d'une espèce moléculaire est égale à sa charge. La charge CH4 il y a 0, donc la somme est égale à 0. Quand vous avez une molécule SO4 2-, comme celle-là, et bien la somme des NO, le soufre, les 4 oxygènes, est égale à la charge portée par l'ion. Et dans ce cas, vous avez NO du soufre, plus 4 fois NO d'oxygène, est égal à la charge liée à moins 2, donc est égal à moins 2. D'accord? Donc, si par exemple, on verra par la suite comment calculer, mais juste, je voudrais que vous reteniez cette formule. Quand vous avez une molécule neutre, la somme des NO est égale à 0. Quand vous avez une molécule chargée, la somme des NO est égale à la charge portée par les ions. La troisième règle, ce sont des exceptions. Des exceptions que vous devez savoir. Il vous dit que le nombre d'oxydation de H, hydrogène, dans une molécule, est en général égal à plus 1. Par définition. Le H dit plus 1. À l'exception, de ce qu'on appelle les hydrures. Est égal à moins 1. Les hydrures ont au moins des 3 éléments. LiH, NaH, KH. Des 3 éléments, le nombre d'oxydation de H est égal à moins 1. Vous comprenez? Donc, en fait, il y a 2 exceptions. Qui a H-1 ou qui le cas de vous voyez, le H dans les molécules neutres, le numéro de H est égal à 0. Pour calculer à quoi est égal NOH égale à 0, on peut appliquer, rappelez-vous, la somme des nombres d'oxydation d'une molécule est égale à la charge portée par la molécule. Ici, la molécule est H2. Donc 2 fois NO de H égale à la charge qui est égale à 0. Là, quand 2 fois le nombre d'oxydation de H égale à 0, ça veut dire que le nombre d'oxydation de H égale à 0. Donc, on peut la déduire, mais la deuxième règle qu'on a vue tout à l'heure. Donc, je reviens aux exceptions. L'hydrogène, H, l'atome d'hydrogène, dans 99% des cas, c'est plus 1. Sauf dans le cas des 3 molécules, où il est égal à moins 1, ou dans le cas de la molécule de H2. Là, il est égal à 0. C'est toutes les exceptions qu'il y a. L'oxygène, dans 99,9% des cas, le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2. Excepté les 4 molécules.
H2O2, l'oxygéné, et le 2O2, et la 2O2, K2, au nombre d'oxydation est égal à -1. Donc, vous devez retenir un des deux cas exceptionnels, mais sinon, l'oxygène est tout le temps -2 et l'hydrogène est tout le temps +1. C'est rentré? On va voir quelques remarques ou quelques exemples. Je ne sais pas si j'ai un exemple, je vois. Tac, tac, tac. Là. Par exemple, si je reviens à le cas de SO4 de moins, vous m'écoutez toujours, Yak? Oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur. Je prends le cas de SO4 de moins. Je vais appliquer la somme des NO est égale à la charge portée par la molécule. La somme des NO, NO du soufre, plus 4 fois NO de l'oxygène égale à -2. Je viens de dire à quoi est égal le nombre d'oxydations de l'oxygène? Est égal à -2. Parce que je sais que la troisième règle, qu'est-ce qu'elle me dit? Le nombre d'oxydations de l'oxygène est égal à -2 tout le temps. Sauf les cas exceptionnels. Or, SO4 de moins, mais je fais les cas exceptionnels. Donc, le nombre d'oxydations d'oxygène, c'est -2. Donc, si je connais le nombre d'oxygène -2, donc je vais remplacer NO le soufre plus 4 fois NO de l'oxygène, c'est -2, est égal à la charge des -2. Donc, ça devient un petit calcul mathématique. On trouve que le nombre d'oxydation du soufre est égal à -2 plus, maintenant -8, ça devient +8, ça devient +6. Donc vous voyez que connaissant le NO de l'oxygène ou de l'hydrogène, des fois, on peut chercher le NO de quelques atomes. Quelqu'un peut me calculer le NO, le nombre d'oxydation du carbone dans CH4? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on va faire calculer le NO de le carbone dans CH4? Il y a le nombre d'oxydation de carbone plus 4. Le nombre d'oxydation de H égale à 0. D'accord? Après, à quoi est égal le NO de H? La charge de H n'a pas de charge. Non, C'est égal à 1. est égal à +1. Plus 1. Chauffe. NO du carbone plus 4 fois NO de H égale à 0. Moi, je cherche l'inconnu, il y a NO de carbone. Le H, le NO de معروف. On voit la règle qui dit que le NO de H est égal à +1 tout le temps. Sauf dans les molécules. Or, CH4 n'appartient pas à ces trois molécules. Donc, le NO de H, CH4, c'est égal à +1. Et donc, si vous faites un calcul, vous trouverez que le NO de carbone sera égal à -4. Vous me suivez ou pas? Oui, monsieur. Alors, calculez-moi le NO de C, vite fait, dans CH3COH. Calculez-le. Dites-le un petit calcul, le papier dire, vite, en 1 minute maximum. شحال؟ Combien? 4. شحال؟ Comment vous allez faire? 2 fois NO de C, yak, plus 2 fois NO d'oxygène, plus 4 fois NO d'hydrogène. Vous remplacez le NO de l'oxygène par -2, vous remplacez le NO d'hydrogène par +1. Et vous faites le calcul, vous trouvez NO d'SC. La même chose pour H2SO4, vous pouvez le faire chez vous. 2 fois NO de H, plus NO de soufre, plus 4 fois NO d'oxygène égale à 0. Connaissant NO de l'hydrogène, on voit +1. Connaissant le NO d'oxygène, c'est -2. Vous pouvez déduire le NO de le soufre. Donc, c'est des petits calculs. Si vous connaissez les règles, ce sont des petits calculs arithmétiques très, très faciles. Bien. On va revenir à qu'est-ce qu'on va faire avec ce degré d'oxydation.
Alors regardez s'il vous plaît. Si je vous donne cette réaction chimique, FeO plus C donnerait CO plus Fe. Et je vous dis, est-ce que ça c'est une réaction d'oxydoréduction? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Est-ce que cette réaction chimique est une réaction d'oxydoréduction? Non, monsieur. Hein? Non, monsieur. Non, monsieur, il n'y a pas un changement d'électron. Regardez, rappelez-vous, lorsque j'ai ça, non, j'ai deux réactions redoxiaques. Quand je fais une réaction globale, est-ce que vous voyez les électrons? Non, monsieur. Vous ne les voyez pas. Pourtant, c'est une réaction d'oxydoréduction. Donc le fait de ne pas voir les électrons, ça ne veut pas dire qu'il ne n'est pas une réaction d'oxydoréduction. Vous comprenez ou pas? Oui, monsieur. Le fait de ne Oui, pas monsieur, voir oui. les électrons sont échangés بحال le marché au noir. C'est le marché au noir. Et l'Occident, le réducteur 2, ils ont échangé l'électron sans que vous le voyez. Et c'est pour ça, quand vous avez une réaction comme ça, même si vous ne voyez pas d'électrons, il se peut que ce soit une réaction d'oxydation. Pour répondre à cette question, voilà ce qu'on fait. On cherche le degré d'oxydation. Oxydation. Si, au cours de cette réaction chimique, le degré d'oxydation d'un seul élément change, dans ce cas, c'est une réaction d'oxydation. La condition pour que ça soit une réaction d'oxydation, si je trouve au moins un élément chimique qui, dans le degré d'oxydation, a subi un changement au cours de la réaction, c'est une réaction d'oxydation. Je vais appliquer donc à cette réaction FeO, si je veux calculer le nombre d'oxydations du fer, par exemple. Comment je vais faire? Le NO de fer, yak, plus le NO d'oxygène égale à la charge, les 0, yak. Le NO de Fe plus le NO de O égale à 0. L'oxygène, c'est moins 2, yak, de façon générale. Donc, en quoi est égal celui de Fe? C'est plus 2. Tout le monde a compris? Le nombre. Non, monsieur. Le nombre, regarde, si je vous dis calculer le nombre d'oxydations de Fe, dans FeO, vous allez faire quoi? La sommation des NO égale à la charge, il est à 0. La sommation des NO, c'est NO de Fe, plus NO de l'oxygène égale à 0. Il y a que là. Donc, Oui, le NO de Fe est égal à moins le NO de l'oxygène. Mathématiquement parlant. Ou le NO de l'oxygène, c'est quoi? C'est moins 2. Donc, le Fe aura plus 2. C'est bon? C'est clair maintenant? Oui. Oui, monsieur. Et si je regarde le fer après les produits, le fer, c'est un élément simple, rappelez-vous. Le nombre d'un élément simple est égal à 0. La règle numéro 1. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que l'atome de fer a subi une variation de son degré d'oxydation au cours de la réaction. Dans ce cas, cette réaction est une réaction d'oxydoréduction. Si je trouve un seul élément qui a changé de degré d'oxydation, automatiquement je conclus que c'est une réaction d'oxydoréduction. D'accord? Alors regardez, autre chose. Si je prends cette réaction chimique, Hg plus 1 demi-O2 donnerait HGO. Le nombre d'oxydation de Hg, c'est un élément simple. C'est 0. Donc HGO, la même chose, sommation, il y a le nombre d'oxygène de Hg, le mercure, plus le nombre d'oxygène égale à la charge, il y a 0. Connaissant le nombre d'oxydation de l'oxygène, il y a moins 2, donc on trouvera que le mercure est égal à plus 2. Et donc vous voyez que le mercure Hg, il a vu son degré d'oxydation passer de 0 à plus 2. Et dans ce cas, regardez, rien qu'en calculant les nombres d'oxydation, on voit que le Hg a vu son degré d'oxydation augmenter. Le degré de Hg a augmenté entre les réactifs et les produits. Quand il est égal à 0, il est devenu égal à plus 2. Et dans ce cas, lorsque un élément voit son degré d'oxydation augmenter, on dit qu'il a subi une réaction
oxydation. L'oxydation, c'est un élément qui correspond à une augmentation de NO. Si vous prenez Fe, le fer, qui a plus 2 ici, il est devenu fer 0. Et dans ce cas, FeE a été réduit en Fe. C'est une réaction de réduction. C'est pas le fer. C'est clair ou pas? Est-ce que vous comprenez? Une réaction de réduction s'accompagne automatiquement d'une diminution du nombre d'oxydation de cet élément. L'oxydation d'un élément correspond automatiquement à une augmentation de NO de cet élément. Si vous prenez par exemple, je peux revenir à des exemples plus tôt. Tac, 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 tac. Voilà, vous prenez cette réaction par exemple. C'est une réaction de réduction, yak. À quoi est égal le nombre d'oxydation du cuivre dans C2+? Plus 2. Plus 2. À quoi est égal le nombre d'oxydation du cuivre dans Cu? 0. 0. C'est de 2 à 0. On a diminué le nombre d'oxydation. AG, quel est le nombre d'oxydation? 0. 0 ici. 1. Plus 1. Donc il a augmenté. Plus 1. 0 plus 1. C'est une réaction d'oxydation. Donc c'est pour ça, on vous dit ici en conclusion, d'une façon générale, une réduction d'un élément correspond à une diminution de son NO et l'oxydation d'un élément correspond à une augmentation de son NO. D'accord? Une réaction d'oxydoréduction est caractérisée par un changement. Donc vous voyez qu'est-ce que c'est une réaction d'oxydoréduction? C'est une réaction caractérisée par un changement du nombre d'oxydation d'au moins un élément chimique. C'est ce que je dis tout à l'heure. À de la réaction, si je détecte un seul élément qui a changé de nombre d'oxydation, je dirais que c'est une réaction d'oxydoréduction. Maintenant, je pose la question, cette réaction chimique, Hadi. J'ai vu que le fer a subi une réaction de réduction. Son NO a diminué. Donc, c'est une réaction d'oxydoréduction. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'une réaction d'oxydoréduction ne peut pas avoir lieu si je n'ai pas de couple. Il faut un oxydant d'un couple, mais un réducteur d'un autre couple. La canne Fe a été réduit. Qui c'est qui est oxydé dans cette réaction chimique? Comprenez la question? Enfin, de la réaction, c'est une réaction d'oxydoréduction. Pour une réaction d'oxydoréduction, il faut deux couples finalement. Il faut deux espèces. Il va subir une réduction. Maintenant, l'autre va subir une oxydation. Si vous regardez le carbone, par exemple, خرجوا لي الدوغري ديال الكربون هنا وهنا شحال؟ Derrière, 0. Zéro. Les produits. Les produits. Les produits, Plus 2. plus 2. Plus 2. Donc le carbone est passé de 0 à plus 2. Donc il a été oxydé. Donc vous voyez que dans cette réaction, le fer a été réduit, le carbone a été oxydé. C'est pour ça que c'est une réaction d'oxydation. Il y a deux couples finalement. Ici, l'oxygène, combien il avait ici l'oxygène? Ne regardez pas le coefficient stoichiométrique, regardez la molécule. 0. 0 hein, d'oxygène. 0. Oui. Naya, 2. moins 2. Moins 2. Ah, mais pourquoi je voulais 2? Vous voulez plus 2 ou la moins 2? Moins 2. Donc de 0 à moins 2, il a été réduit. Donc Hg a été oxydé, l'oxygène a été réduit. Donc vous voyez que dans une réaction d'oxydation, il faut absolument qu'il y ait deux espèces. Une espèce qui s'oxyde et une espèce qui se réduit. Maintenant, on va identifier une réaction d'oxydoréduction. Regardez cette réaction HCl plus NaOH donnerait H2O plus NaCl. Vous le savez, vous savez, c'est une réaction acido-basique. Un acide fort plus une base forte donner H2O. Alors, si on vous dit, est-ce que c'est une réaction d'oxydoréduction? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme tout à l'heure, je vais chercher le nombre d'oxydation. Si je prends le chlore, je vais le chlore. 0. Là, HCl, le chlore 0. Sur moins 1. Moins L, HCl, la sommation c'est 0. Alors, on a H plus Cl, H a plus 1, donc le chlore a moins 1. Le NH, NH, oxygène moins 2, hydrogène plus 1. Sodium. Il y a plus 1. Plus 1. Moins. Plus 1.
وهنا يا NaCl, Na plus, شحال عندها Na plus? Plus C'est la 1. charge, c'est plus. Ou Cl moins, j'ai moins 1. Donc vous voyez que le chlore au sodium, les nombres d'oxydation de l'eau, fixe. Le chlore moins 1 ou moins 1, ou Na plus 1, après plus 1. Et donc ça, ce n'est pas une réaction d'oxydoréduction. Parce qu'aucun élément n'a changé de degré d'oxydation. Vous comprenez? Oui. Donc, il n'y a pas de changement de NO des atomes lors de la réaction. Par contre, ce n'est pas une réaction redox. C'est une réaction acido-basique qu'on a vue. Donc, je répète encore une fois, une réaction d'oxydoréduction est absolument une réaction au cours de laquelle au moins un élément a changé de degré d'oxydation. Si je prends ce couple, cette réaction, CO2 plus Mg donnerait C plus 2 MgO, vous calculez, par exemple, je prends Mg, Mg, 0, d'accord, 0, et dans MgO, Plus 2. plus 2. Donc vous voyez que Mg, lui, il était 0, il est devenu plus 2. Dans ce cas, conclusion, c'est une réaction chimique. Réaction de réduction. C'est clair, ma remarque? C'est bon? Oui. Alors on va finir par un exercice. Alors je vous donne quelques éléments. Ah oui, c'est calcul chloride d'hydrogène. Je vais vous donner quelques éléments. On va le faire ensemble, puisque j'ai pas. Vous voyez, même si c'est flou, est-ce que vous arrivez à voir? On va calculer le nombre d'oxydation du chlore dans plusieurs composés. Le chlore, on va le calculer son NO, mais ça dépendra de composés. Si vous prenez HCl, par exemple, à quoi est égal calculer observa NO de CL? Même si c'est écrit ici. Moins 1. C'est moins 1. D'accord? Mm. Si vous prenez la molécule Cl2O3, sans regarder, le NO, le chlore. On va dire 2 fois NO de Cl, plus 3 fois de l'oxygène égale à 0. La charge globale est 0. L'oxygène, c'est moins 2. Donc le chlore est prêt à dire plus 3. C'est clair? Cl2O3, le chlore aura plus 2. Donc vous voyez que le chlore change de nombre d'oxydation, ça dépendra de la molécule là où il est engagé. Si vous prenez ClO3-, ClO3-, et la molécule kullaha, elle porte une charge moins. On va faire NO de Cl plus 3 NO de O est égal à moins 1 porté par la charge. Et donc vous faites un calcul, l'oxygène c'est moins 2, donc on aura 3 fois moins 2, il y a moins 6. Si on fait passer ici, ce sera plus 6, donc moins 1 plus 6, ce sera plus 5. Donc le nombre d'oxydation du chlore, c'est plus 5. Si je prends HClO4, l'acide perchlorhydrique, HClO4, la même chose, nombre d'LH plus nombre de Cl plus 4 fois nombre d'oxygène égale à 0 puisque HClO4 ne porte aucune charge. Si vous faites les calculs, connaissant H c'est plus 1, O c'est moins 2, vous trouverez le chlore plus 7. Donc vous voyez que le chlore, on a quand même de moins 1, ici plus 3, ici plus 5, ici plus 7. Donc le chlore peut prendre plusieurs degrés d'adhésion, ça dépendra de la molécule comme je dis tout à l'heure. Alors la même chose, vous faites les soufre, vous prenez H2SO4, 2 NODLH plus NODL soufre plus 4 fois NO d'oxygène égale à 0. Et donc, on peut déduire à quoi est égal soufre. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on écrit le nombre d'oxydation en chiffres romains. Vous prenez HS-, par exemple, l'ion hydrogéno-sulfure, le NO de H plus NO de S égale à moins 1 qui est porté par la charge. Ça vous donne NO de soufre égale à moins 2. Et je finirai par HSO3-, la même chose, NO de H plus NO de S, plus 3 fois NO d'oxygène, égale à moins 1 qui est porté par l'ion, et on déduit NO de soufre. Donc vous voyez que le soufre et le chlore sont des ions, des atomes un peu spéciaux. Ils prennent plusieurs degrés d'oxydation, ça dépendra de la molécule là où ils sont engagés. Donc ce n'est pas, comme je dis au départ, le nombre d'oxydation n'est pas une grandeur fixe pour un atome, il peut varier selon la molécule où il existe. Maintenant, comment équilibrer les réactions acido-basiques quand vous avez une réaction acido-basique, une réaction d'oxydoréduction, comment vous allez l'équilibrer?
Alors, la première étape, ça serait fait en plusieurs étapes. Regardez, s'il vous plaît. Premièrement, on va repérer les éléments oxydés. Il y a une réaction chimique, je vais comme ce que je vais tout à l'heure, quel est l'élément qui a été oxydé et quel est l'élément qui a été réduit. Donc, on va calculer le NO, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Dans un même couple, l'oxydant est celui ayant le NO le plus élevé, déduire le nombre d'électrons échangés. Donc, on va voir des exemples. Écrire les réactions, les équations de mes réactions redox, mises en jeu, et on va les écrire. Puis après, ajuster les coefficients multiplicatifs. Quatrièmement, écrire la réaction globale, hein, en addition les deux réactions de mes réactions. Et puis après, équilibrer les charges en ajoutant H3O plus dans OH-. On va voir et équilibrer les HCO au milieu avec de l'eau. On va voir quelques exemples, comme ça vous allez comprendre. Si je vous dis, voilà la réaction NO3- plus Cu égale à NO, donne NO plus CO2 plus. Première étape, je vais savoir est-ce que c'est une réaction d'oxydation. On vous dit il faut l'équilibrer en milieu acide. On verra par la suite ce que c'est. Alors, premièrement, est-ce que c'est une réaction d'oxydation? Je vais jeter un coup d'œil. Par exemple, le NO du cuivre, je vais 0. Ici, 0. Et ici, plus 2. Plus 2. Donc déjà, ça c'est une réaction d'oxydation. Mais vous voyez qu'elle n'est pas équilibrée. Vous voyez qu'ici vous avez 3 oxygènes, ici vous avez un oxygène, ici vous avez une charge moins, sur le côté avec 2 charges plus. Donc il n'est équilibré ni en atomes, ni en charge. Et donc, le but, c'est comment équilibrer cette réaction en utilisant la méthode des nombres d'oxydation. Donc, les étapes, la première des choses, c'est repérer les éléments oxydés et dans un même couple, l'oxydant est celui de NO. Donc, on va voir, dans NO3-, l'azote, c'est le nombre d'oxydation de l'azote. L'azote, il a plus 5, vous pouvez le calculer facilement, plus 5. Le cuivre, il a 0. L'azote, dans NO, il a plus 2. Le cuivre dans CO2+, il y a de plus 2. Donc, vous voyez que l'azote, quand plus 5, il est devenu plus 2, donc il a subi une réaction de réduction. C'est une diminution du nombre d'oxydation. C'est une réduction. En français, réduire, il y a diminuer. Donc, réduction, c'est diminution. Le nombre d'oxydation a diminué. Ou le cuivre, il a subi une oxydation, puisque son degré a augmenté de 0 à plus 2. Ça ferait? Est-ce que c'est clair? Donc, le degré d'oxydation de l'azote diminue, plus 5, plus 3. Donc, vous voyez que 5 plus 2, quand vous êtes au 5e étage et vous descendez au 3e étage, au 2e étage, vous perdez 3 étages, 5e étage, 2e étage. Et donc, c'est comme si l'azote, il a échangé 3 électrons pour passer de plus 5 à plus 2. C'est comme si je lui ai rajouté 3 charges négatives. Quand plus 5, je lui rajoute 3 charges négatives, il est plus 2. Le cuivre, il a été 0, il va devenir plus 2. Donc, c'est comme si il va produire 2 électrons ici, de côté droit. Il y a 2 électrons qui sont mis en jeu. Et donc, vous voyez qu'en calculant le nombre d'oxydation, je peux même savoir quel est le nombre d'électrons échangés pour chaque couple. Le couple NO3- NO, il a échangé 3 électrons. Et le couple Cu2 plus Cu, il a échangé 2 électrons. Donc, c'est ça, la première étape, c'est repérer les éléments oxydés. Et puis après, regarder les couples et regarder le nombre d'électrons échangés. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, la réaction, je vais la diviser en demi-réactions, en fonction du couple. Donc vous voyez que le couple NO3- le couple NO, ils ont échangé 3 électrons, c'est ce que je dis tout à l'heure. Donc je vais écrire NO3- plus 3 électrons donnerait NO. Et le cuivre, lui, il a échangé 2 électrons avec Cu2+, donc Cu donnerait Cu2+, plus 2 électrons. Donc je suis en train algébriquement d'équilibrer. Donc, j'ai divisé la réaction chimique d'ionique globale en 2 demi-réactions. NO3- donnerait NO et Cu donnerait Cu2+. Donc, vous voyez que les électrons 3 et 2. Et donc, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit? Il faut qu'il y ait le même nombre d'électrons échangés. Ce que je vais faire, donc, je vais multiplier la réaction. Regardez, j'ai ici 3, j'ai ici 2. Il faut multiplier celle-là par 2, celle-là par 3. C'est ce qui est écrit ici. Donc, la première réaction, je la multiplie par 2. Et la deuxième réaction, je la multiplie par 3. Et donc, je vais avoir la réaction globale comme ça. Donc, j'ai multiplié par 2, par 3, comme ça, les électrons, il y a 6 électrons. Mais à 6 électrons, ça va se simplifier. Donc, j'aurai 2 NO3- plus 3 Cu, plus 2 NO, plus 3 Cu2+. Maintenant, il y a une deuxième problématique. Regardez, si je regarde le nombre de charges, il y a 2 charges négatives. NO3- porte une charge négative.
fois 2, donc 2 charges négatives. Ou j'ai 6 Six. charges positives. Donc j'ai un déséquilibre des charges. Il faut marquer le problème. J'ai 2 charges négatives dans les réactifs et j'ai 6 charges positives dans les produits. Et donc je dois équilibrer. C'est pour ça qu'on vous a dit dans l'énoncé équilibrer en milieu acide. Les radis équilibrés des charges, ce sont ou H3+ en milieu acide ou là OH- en milieu acide. Puisqu'on vous dit dans l'énoncé en milieu acide, donc je vais ramener des ions H3+. Où est-ce que je vais les rajouter? Les réactifs ou les produits? Réactif. Les réactifs, les réactifs, les charges négatives ou les charges positives. On va dire donc je vais ajouter des H3+. شحال عندي 2 charges négatives هنايا وعندي 6 charges positives. Pour équilibrer, il faut que j'ajoute 8 charges positives. من moins 2 tel plus 6, من moins 2 tel plus 6, il me faut plus 8. Donc plus 8 H3+. Et donc si vous comptez, عندي 2 charges moins هنايا, 2 fois moins, plus 8 H+, ça fait globalement 6 charges plus, et à droite, j'ai 6 charges plus. Donc j'ai équilibré les charges. Qu'est-ce qui me reste? Hydrogène. Il me reste à équilibrer les atomes. J'ai équilibré les charges, maintenant il me reste à équilibrer les atomes. Les atomes, ce que je vais faire, c'est l'eau. Je vais regarder là où il me manque H ou la O. Fine, il me manque vers les produits. Donc je vais ajouter H2O. Je vais compter. J'ai l'hydrogène عندي 24 8 fois 3 24. Ça ferait. Donc je vais ajouter 12 H2O. C'est clair? Monsieur. Maintenant, Oui. pour savoir si vous avez fait un bon équilibrage ou pas, on va les oxygènes à droite et à gauche. Si je trouve le même nombre d'atomes d'oxygène à droite et à gauche, mon équilibre est parfait. L'oxygène, mais je touche, je ne l'ai pas vu. J'ai vu que l'hydrogène. Donc si je vous compter les oxygènes, à droite, 12, d'accord, plus 2, ça fait 14 atomes d'oxygène. Et à gauche, j'ai 8, plus 6. Ça fait 14. Donc j'ai 14 atomes d'oxygène à gauche et 14 oxygènes à droite. Donc ma réaction est équilibrée parfaitement. Elle est équilibrée au niveau charge, elle est équilibrée au niveau atome, elle est parfaite. Le point de départ, c'était ça. C'est le point de départ. Donc il ne faut pas rater le nombre d'oxydation parce que tout suit. Quand on déroule les deux réactions, on voit le nombre d'électrons, on équilibre les électrons, on équilibre les charges, après les charges, on équilibre les atomes. Donc il ne faut pas rater l'étape primordiale. C'est clair? Alors, je vais arrêter là. Il y a plusieurs. On va faire ça la semaine prochaine. Je dois quitter maintenant. Mais vous avez par exemple l'équilibre que vous avez vu. MnO4 moins, plus Fe2 plus, donc Mn2 plus Fe3 plus, rappelez-vous, la manganimétrie. Oui, monsieur. Vous allez voir, l'équilibration, vous pouvez la faire, comme le polycope, mais vous prenez de la réaction, vous cherchez le nombre d'oxydation de la manganèse, ici ce sera plus 7, le fer plus 2, le manganèse plus 2, le fer 3 plus 3. Donc vous voyez que entre plus 7, le manganèse, plus 2, il y a 5 électrons, donc on va ajouter 5 électrons. Le fer plus 2, plus 3, il y a 1 électron. غادي نيكيليبري au 5 puisque j'ai 5 électrons, j'ai un électron, je multiplie par 5. Je vais rajouter H3 plus pour les charges et je vais rajouter H2O pour les atomes. Donc vous pouvez refaire l'équilibre de la même façon qu'on a fait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une dernière? En milieu basique, vous pouvez démontrer ça aussi. Attaque de la réaction, ok? Et vous pouvez arriver à la fin à cette réaction. Donc vous faites ça chez vous, hein? Et vendredi prochain, on continuera à le chapitre. D'accord? Est-ce que c'est clair? D'accord, monsieur. Yallah, et puis après, à la Merci. prochaine. Oui, monsieur. Monsieur.